Constantine n'a pas coupé l'Empire romain en deux. Il a déplacé le centre du pouvoir, redessiné l'administration et posé les fondations d'un pôle oriental capable de survivre à la chute de Rome. Comment un seul homme a-t-il pu préparer, presque sans le vouloir, la naissance de l'Empire byzantin et la fin de l'Empire d'Occident? Au tournant du IIIe et du IVe siècle, l'Empire romain vacille. Les frontières grondent, les villes tremblent, les dieux se taisent. Le monde romain n'est plus ce bloc sûr qui domine la mer et les terres. Il est un colosse secoué par les vents, fissuré par les guerres, rongé par les révoltes. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, une main se tend, implacable, pour remodeler l'ordre du monde. Cette main, pour l'instant, porte le nom de Dioclétien. Nous sommes à la fin du IIIe siècle. Rome n'est déjà plus, depuis longtemps, le seul centre du pouvoir. L'empereur ne s'y installe plus comme dans l'âge d'or. La crise des décennies précédentes a brisé l'illusion d'une autorité unique, paisible et reconnue par tous. Des soldats proclament des empereurs aux frontières. Les trônes se conquièrent dans le sang, sur les rives du Rhin, du Danube, aux confins de la Mésopotamie. L'empire, immense, semble trop vaste pour une seule tête. Dioclétien regarde cette immensité et décide de la dompter en la divisant. En 293, il tranche. Il ne veut plus d'un pouvoir solitaire emporté par les tempêtes militaires. Il façonne une nouvelle architecture, la tétrarchie. 2 Augustes, 2 Césars. 4 hommes pour un empire. 2 soleils, 2 astres secondaires, liés dans un système fragile, tendu, mais ordonné. Dioclétien lui-même prend l'Orient. Il s'éloigne de Rome, s'installe à Nicomédie, face aux routes de l'Asie, tournées vers la Perse, vers les plaines où s'élèvent les armées sassanides. Pour l'Occident, il choisit Maximien, qui réside à Milan, au cœur de l'Italie du Nord, près des Alpes, entre Rome et les frontières rhénanes. Sous eux, 2 Césars. Galère, rude soldat, veille sur l'Orient aux côtés de Dioclétien. Constance Chlore, diplomate et général, tient l'Occident aux côtés de Maximien. À eux 4, ils découpent l'Empire sans le rompre. Ils ne le partagent pas comme un héritage morcelé, mais comme une lourde cuirasse tenue par plusieurs bras. Chacun commande les armées, rend la justice, lève l'impôt. Tous frappent la monnaie au nom de la concorde impériale. Au-dessus d'eux plane une fiction, un seul empire, mais plusieurs trônes. Cette tétrarchie repose sur une autre révolution, silencieuse et implacable. Dioclétien refait la carte administrative. Il morcelle les anciennes provinces, ces géants mal surveillés, en unités plus petites, plus contrôlables. Au lieu d'un vaste gouverneur puissant, plusieurs administrateurs, plus dépendants du centre. Il trace le réseau des préfectures et des diocèses. En Occident, se dresse la préfecture d'Italie, la préfecture des Gaules. En Illyricum, au carrefour entre les deux mondes, une autre préfecture. En Orient, la grande préfecture d'Orientis, qui regarde vers Antioche, Alexandrie, Nicomédie. Les capitales administratives se multiplient comme autant de phares. Milan, Trèves au nord, Sirmium sur le Danube, Nicomédie sur la Propontide, Antioche aux portes de la Syrie, Alexandrie au rivage de l'Égypte. Peu à peu, les fonctions se séparent. Les gouverneurs civils lèvent les impôts, organisent les villes, appliquent les lois. Les chefs militaires dirigent les troupes, gardent les frontières, écrasent les révoltes. Là où, jadis, un seul homme concentre les 2 pouvoirs, Dioclétien érige une barrière. Le glaive et le registre ne doivent plus être entre les mêmes mains. L'ombre de la corruption et des usurpations pèse sur chaque décision. Le préfet du prétoire, autrefois chef de la garde impériale à Rome, devient le grand administrateur régional. Il ne se contente plus de garder l'empereur.
Il garde désormais des ensembles entiers, supervise les provinces, gère les finances, incarne l'autorité du centre dans les périphéries. Mais si le centre se réorganise, si les palais s'installent à Milan, à Nicomédie, à Trèves, les frontières continuent de gronder. L'Empire vit au bord du glaive. Au nord, sur le Rhin et le Danube, les peuples germaniques testent sans répit la solidité des camps et des fortifications. Alamans, Francs, Goths s'agitent, frappent en raids rapides, sondent les faiblesses du Limès. Ils brûlent des villages, pillent des entrepôts, cherchent la faille. Le fleuve n'est plus seulement une barrière géographique. Il devient une ligne de feu. L'Occident vit tourné vers ces eaux sombres et froides. Les armées stationnées sur les bords du Rhin et du Danube ne sont plus de simples garnisons. Ce sont des mondes à part, enracinés sur place, habitués à la guerre permanente. Les limitanés, soldats de frontières, gardent les bastions, surveillent les gués, vivent en contact avec les barbares, parfois les affrontent, parfois les négocient. À l'intérieur, plus mobiles, les comitatans, armés de manœuvres, se rassemblent au signal impérial, frappent vite, se déplacent de ville en ville, de province en province, pour colmater les brèches. En Orient, une autre menace brûle à l'horizon, les Sassanides. Sous le roi Narsé, entre 293 et 302, le royaume perse se dresse à nouveau contre Rome. La frontière mésopotamienne devient le théâtre d'une lutte titanesque. Forteresses, déserts, fleuves, tout devient en jeu. Dioclétien et ses co-empereurs ne peuvent jamais détourner les yeux de cette ligne fragile où l'Empire s'ouvre vers l'Asie. Là, les grandes villes d'Orient, Antioche, Édesse, Nisib, sentent battre le pouls du danger. Les victoires et les revers d'Orient décident de l'image de l'Empire autant que les triomphes en Occident. Dans ce monde en armes, les soldats ne sont plus seulement des instruments. Ils deviennent des arbitres. Les légions, les cohortes, les cavaliers savent désormais que leur acclamation peut faire un empereur. Avant Dioclétien, des hommes comme Probus, Carus, Carin, Numérien ont accédé au pouvoir par la faveur des troupes. Sur un champ de bataille, au bord d'un fleuve, au milieu des tentes, les cris d'une armée peuvent élever un général, le hisser sur un bouclier et, par ce geste, défier le Sénat, Rome, la légalité. Cette habitude ne disparaît pas. Elle rôde encore, prête à briser l'ordre patiemment bâti. Dioclétien comprend le danger. Il cherche à cadenasser la succession. La tétrarchie n'est pas seulement un partage de travail, c'est une machine à transmettre le pouvoir. Chaque Auguste a un César. Chaque César, en principe, doit succéder à l'Auguste. Le choix ne doit plus venir des casernes, mais des palais. Pourtant, sous la surface lisse des titres, les ambitions bouillonnent déjà. Le 1er mai 305, dans un geste presque sans précédent, Dioclétien abdique. Volontairement. Il descend du trône, se retire à Split, en Dalmatie, loin des capitales brûlantes, dans un palais tourné vers la mer. Maximien, son collègue d'Occident, est contraint de l'imiter. Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre. Galère devient Auguste pour l'Orient. Constance Chlore devient Auguste pour l'Occident. À leur côté, deux nouveaux Césars surgissent. Sévère en Occident, Maximin d'Aïa en Orient. L'édifice semble tenir. Sur le papier, la machine continue. Mais, à l'ombre, un nom attend son heure, Constantin. Né à Nessus, en Mésie, vers 272 ou 273, Constantin ouvre les yeux dans un empire déjà en crise. Son père, Constance Chlore, est un homme de pouvoir. Sa mère, Hélène, est d'origine modeste selon certaines voix, mais sa figure devient bientôt enveloppée de légendes. L'enfant grandit dans le mouvement des armées. Il voit les camps, les enseignes, les défilés. Très tôt, il sent le poids des cuirasses,
la rumeur des campagnes. Sous Dioclétien et Galère, il séjourne à Nicomédie, cœur flamboyant de l'Orient tétrarchique. Il y apprend le langage des palais, les codes de l'armée, les stratégies de cour. À Nicomédie, Constantin ne se contente pas de regarder. Il agit. Il sert dans l'entourage de Galère, accompagne les expéditions contre les Sassanides, partage la poussière des marches, la tension des sièges, la peur des embuscades. Il observe les généraux, mesure l'art de manier les troupes, de parler aux soldats, de les gagner par la gloire et par le butin. Chaque campagne l'endurcit. Chaque victoire, chaque défaite grave plus profondément en lui la conviction que seul le glaive soutenu par une vision peut tenir l'Empire debout. Puis, en 305-306, le destin l'arrache à l'Orient. Galère, inquiet de son influence, tente de le retenir. Mais Constantin rejoint son père Constance, désormais Auguste d'Occident. Il part vers les brumes de la Bretagne, vers les rives de la Gaule. Il quitte les palais orientaux pour entrer dans un autre monde, celui des bases occidentales, des forteresses de pierre et de bois, des garnisons disciplinées qui surveillent les Francs et les Alamans. En juillet 306, à Eburacum, l'actuel York, le temps se brise. Constance Chlore meurt. Autour de son lit, les officiers, les tribuns, les soldats se rassemblent. Le pouvoir ne peut pas rester vide. Dans l'air déjà flotte l'odeur de la mutinerie possible. Alors les troupes prennent leurs décisions. Elles acclament Constantin. Elles le saluent non comme simple successeur désigné, mais comme Auguste. Elles élèvent le fils à la place du père. Dans la fraîcheur du Nord, au bord des lignes, un nouvel empereur naît par la voix des soldats. Galère, en Orient, ne laisse pas passer l'affront. Il ne peut pas accepter qu'un Auguste se lève sans son consentement. Il fait un compromis. Il reconnaît Constantin, mais seulement comme César. Il entend garder le contrôle de la hiérarchie, maintenir la fiction d'un ordre imposé depuis l'Orient. Pourtant, dans les camps de Bretagne et de Gaule, Constantin sait qu'il tient plus que ce titre rogné. Il tient la fidélité de ses troupes, le respect des officiers, la clé de province riche en hommes et en blé. À ce moment précis, loin de lui, à Rome, une autre braise s'allume. En octobre 306, Maxence, fils de Maximien, se soulève. Il refuse la marginalisation de sa lignée, rejette les combinaisons de la tétrarchie. Il se fait proclamer empereur par la garde prétorienne, ces soldats qui, à Rome, gardent encore le souvenir de leur ancienne puissance. Le Sénat romain, cherchant une protection, l'appuie. Une nouvelle autorité s'installe sur l'Italie et l'Afrique. La ville éternelle se dresse contre l'édifice tétrarchique. Ainsi naît une fracture nette. D'un côté, Constantin, ancré en Gaule et en Bretagne, bientôt maître de l'Hispanie, tourné vers Trèves, Augusta Treverorum, qui devient sa résidence principale. De l'autre, Maxence, retranché à Rome, contrôlant l'Italie et l'Afrique, s'appuyant sur les vieilles élites, sur les entrepôts de blé africains, sur la garde prétorienne. Entre eux, d'autres noms se glissent encore. Sévère, puis Licinius en Occident, Galère et Maximin d'Aia en Orient. Les titres se multiplient. Les Augustes sont plusieurs. Les Césars aussi. L'Empire se segmente en zones de commandement, en sphères d'influence, en ensemble de faits anatomes. La fiction de l'unité subsiste, mais la réalité s'effrite. À Trèves, Constantin affirme son pouvoir. Il prend le temps de consolider ses bases. Il frappe des monnaies à son effigie. Son visage circule de marché en marché, d'atelier en atelier. Ses pièces proclament sa légitimité, rappellent sa victoire, insinuent son image dans la mémoire des peuples. Il réorganise les défenses locales, sécurise les frontières contre les Germains, renforce les garnisons, accorde des faveurs aux villes fidèles.
Il se présente comme le protecteur de la Gaule, de la Bretagne, de l'Hispanie. Trèves devient un centre vibrant, une Rome du Nord, avec ses palais, ses thermes, son amphithéâtre où s'éprouve la majesté impériale. Dans ce contexte troublé, une autre ligne de fracture traverse l'Empire, la foi. Le christianisme n'est plus une rumeur lointaine. Des communautés entières se rassemblent dans la Timmaison, dans les faubourgs, dans les quartiers commerçants. À Rome, à Carthage, à Alexandrie, à Antioche, à Nicomédie, des évêques, des presbytres, des diacres organisent des réseaux, écrivent des lettres, tiennent des synodes. Les chrétiens refusent certains rites publics, contestent par leur seule fidélité à un Dieu unique les anciens cultes civiques. Dioclétien, dans les dernières années de son règne, lance la grande persécution. De 303 à 311, surtout en Orient, les édits pleuvent. Les églises sont détruites, les livres saisis, les lieux de prière murés. Des fidèles sont emprisonnés, torturés, exécutés. L'Orient s'embrase plus durement, car l'autorité impériale y est plus proche, plus présente, plus intrusive. Les gouverneurs appliquent les ordres avec sévérité. Les villes d'Orient voient les tribunaux se remplir de confesseurs, ceux qui avouent leur foi, et de martyrs, ceux qui l'achèvent dans le sang. En Occident, la persécution est plus inégale. Certaines régions appliquent les édits, d'autres les assouplissent, d'autres encore les suspendent presque. Sous Constance Chlore, puis sous Constantin, les chrétiens respirent davantage. Les sources ne s'accordent pas sur tous les détails, mais une chose se dessine. Constantin, avant même les grands tournants de 313, se montre moins hostile à ces communautés que ne le sont Galère ou Maximin d'Aia. Il ne les écrase pas. Il les laisse vivre, parfois les protège, parfois les utilise comme relais d'ordre et de stabilité. Ainsi, à la veille de son envol vers le pouvoir suprême, Constantin se situe à la croisée de plusieurs mondes. Il est fils de l'Occident, né dans les Balkans, formé aux frontières, nourri à Trèves, maître de la Gaule et de la Bretagne. Mais il connaît l'Orient, ses palais, ses villes grecques, ses traditions administratives. Il a vu Nicomédie, reconnu les forces du Levant, perçu la profondeur de ces provinces tournées vers la mer Égée et la Méditerranée orientale. Déjà, avant qu'il ne réunisse tout l'Empire, une distinction s'ancre dans les faits. L'Occident regarde vers Rome, Milan, Trèves, Carthage. L'Orient se structure autour de Nicomédie, Antioche, Alexandrie. Les préfectures, les armées, les circuits fiscaux suivent ces lignes. Les textes tardifs parlent de Pars Occidentis et de Pars Orientis. Ils ne désignent pas encore deux empires séparés par le droit, mais deux vastes ensembles, deux corps administratifs, deux champs d'action. Les lois circulent, traversent les frontières internes, mais les réalités divergent. Les différences religieuses accentuent ce mouvement. En Orient, les plaies des persécutions récentes sont à vif. Les débats théologiques, les tensions entre communautés, les rivalités entre sièges épiscopaux montent déjà. En Occident, les églises, moins meurtries, se développent dans un climat plus tolérant, plus pragmatique, sous des empereurs préoccupés avant tout par les frontières germaniques et la consolidation du pouvoir militaire. La foi chrétienne devient un fil invisible qui traverse l'Empire d'ouest en est. Mais ce fil n'a pas partout la même couleur, la même tension, la même histoire. Sous la tétrarchie, l'Empire change donc de visage. Il n'est plus centré sur Rome, mais sur un réseau de capitales. Il n'est plus replié sur un empereur unique,
mais sur un collège instable de souverains. Les frontières ne sont plus seulement des limites, elles deviennent des faiseuses d'hommes, des fabriques de généraux, des semeurs d'usurpateurs. Le christianisme, lui, se glisse dans les interstices, gagne les palais comme les quartiers pauvres, traverse les mers sur les bateaux des marchands, s'insinue dans les conversations des soldats. Dans ce paysage tendu, une question flotte, lourde, menaçante. Combien de temps cette construction tiendra-t-elle ? Combien de temps les Augustes et les Césars accepteront-ils la place que le système leur assigne ? Combien de temps les armées resteront-elles silencieuses, sans imposer leur volonté ? Dioclétien, retiré dans son palais adriatique, ne domine plus rien. Galère, Maximin d'Aia, Licinius, Constantin, Maxence et les autres avancent leurs pions. Les lignes de fracture se creusent entre Rome et Milan, entre Trèves et Nicomédie, entre Occident et Orient. L'Empire tient encore, mais il tremble. Et dans ce tremblement, un nom s'impose peu à peu, porté par les victoires, par l'habileté politique, par une nouvelle alliance entre le glaive et la foi. Constantin. L'homme qui connaît les deux rives du monde romain, l'homme que les légions acclament, l'homme que les chrétiens observent. Bientôt, il ne se contentera plus de régner sur la Gaule et la Bretagne. Bientôt, il ne suffira plus de contrôler Trèves. Il lui faudra conquérir Rome, défier l'Italie, négocier avec l'Orient et, par un geste encore impensable, déplacer le cœur même de l'Empire vers un autre rivage. Pour l'heure, pourtant, l'histoire reste suspendue. Le fragile équilibre de la tétrarchie se fissure, les usurpations se multiplient, les armées murmurent, les villes attendent. L'Occident et l'Orient se distinguent sans se rompre. Tout semble possible, le retour à l'unité, l'éclatement en royaumes rivaux, ou la naissance d'un nouvel ordre, centré sur un homme et sur une ville encore enfouie dans l'ombre du Bosphore.